Bien, eh bien, l'heure c'est l'heure, il est 13h30, donc on va démarrer ce nouveau séminaire avec trois présentations d'équipe. Donc la première présentation va être réalisée par Yoon-Jung Kim de l'équipe Sumo. Et le titre de cette présentation, Modeling the Life Cycle Dynamics of Medically Important Ticks, Insights from Ixodes ricinus in Alsace, France. Yunjung, c'est à vous. Je vous remercie de ne pas activer votre microphone et votre visio pour tous ceux qui n'interviennent pas. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat. À vous, Yunjung. Merci. Merci. Hello, everyone. My name is Yeonjun Kim. Today, I'm going to talk about our modeling study on the population dynamics of Exodus ricinus in France. Before I start, this work has been done as part of the Mozart project with Dr. Raphaël Métras as a PI, and also in collaboration with the French National Reference Center for Borrelia in Strasbourg. And this work is also available as preprint online. The major aim of the Mozart project is to assess the transmission dynamics of Ixodes-borne pathogens between ticks, wildlife, and humans. We are focusing on two zoonotic diseases, that is Lyme disease and tick-borne encephalitis. We want to estimate their transmission risk to ticks, wildlife, and humans, and also identify what are driving their transmission dynamics through mathematical modeling based on data from different sources. As the first step, we assessed the population dynamics of Ixodes ricinus, accounting for its key life cycle events, and I will talk about this in this presentation. Let's first talk about what is this tick. They have different common names. They are called castor bean tick because they look like castor bean seed after having a blood meal. Or in the UK, they are called sheep or deer tick because they are commonly found on these animals. They have 4 life stages with larvae, nymphs, and adults feeding on different hosts, and they therefore have a long lifespan between 2 to 4 years. This tick is widespread across Europe, including France, as you can see on this map in gray. And they transmit diverse zoonotic pathogens, and a well-known example is Borrelia burgdorferi sensu-lacto, which refers to a group of bacteria causing Lyme disease in humans, which is the most prevalent vector-borne disease in Europe. On this map, you can see Lyme disease is prevalent in several parts of France, including the northeast region, which is our study area. Also, they transmit TBE virus to humans, which is becoming more and more prevalent in Europe as well. And then why is it important to understand tick population dynamics for understanding tick-borne disease transmission dynamics? Well, it is because the population dynamics will shape the transmission dynamics as shown here with Lyme disease as an example. Most of all, tick population dynamics is not simple and constant, but changes over time showing complex seasonality, and this tick has a long lifespan going through multiple different demographic processes. Therefore, together with animal host population dynamics, tick population dynamics will determine the timing and intensity of contacts between ticks and animal hosts, eventually impacting the transmission dynamics between them. For Ixodes ricinus, the demographic processes can be divided into developmental and host-seeking processes. The developmental processes include egg hatching, metamorphosis called molting, and egg laying called oviposition. And before molting to next life stage, they need to find and feed on animal host through the host-seeking process called questing. And most importantly,
these demographic processes are influenced by climatic conditions, and the ticks stop these activities when the weather is not favorable, typically in winter, through the process called diapause. Let me show you an example of seasonal tick activity from our data on the left. Our colleagues from Strasbourg collected questing nymph and adult Ixodes rhicinus over 10 years in 4 sites in northeast France. You can see each year, questing tick density has a single peak in late spring or early summer, with some yearly variations in the size of these peaks. However, in other regions, they could also display smaller secondary peaks in fall, as you can see on the right. These indicate tick population dynamics is largely driven by climatic conditions. Then how much do we know about climatic impacts on tick population dynamics? It is known temperature, relative humidity, saturation deficit, and also day length have major impacts. In particular, ticks are prone to death from dehydration if the weather is too hot and dry. So they like warm and humid environments instead. Day length is also important. For example, ticks go into diapause and overwinter when the day length is decreasing in anticipation of bad weather coming. And on the other hand, they become active when the day length is increasing from spring. For development, higher temperatures are known to cause faster development. However, we should be careful when interpreting climatic impacts on tick development from the literature. It is because these functional relationships were obtained mostly under controlled laboratory settings. In these controlled settings, only one climatic variable was allowed to vary, while the other conditions were maintained the same. Especially the impact of temperature was obtained when relative humidity was maintained near saturation, and these conditions contrast to largely what ticks actually experience in their natural habitat. For example, in Central Europe in summer, relative humidity is much lower than the level maintained in these controlled settings, as you can see on the map on the left. Under these dry and hot weather in the summer of Europe, ticks could suffer dehydration and therefore death if they try to develop. So the question is whether ticks would develop in their natural habitat at the level as maintained in the controlled settings. In addition, these controlled settings make it hard to account for the occurrence of the diapause that occurs during the winter. To answer this question, we developed a mathematical model describing Ixodes rhicinus population dynamics, and this model incorporated tick developmental and host-seeking processes and accounting for the occurrence of diapause in the winter. We fitted this model to longitudinal questing tick density data, and by doing so, we identified climatic variables best explaining developmental processes and quantified the functional relationships between these climatic variables and tick development, and finally assessed the timing of diapause in the life cycle of ticks. The tick density data we used were from 4 sites in Alsace. From there, nymph and adult tick density were recorded over 10 years between 2013 and 2022. During this period, a total of 368 sampling campaigns were conducted, with 9 sampling campaigns on average conducted per site per year. And these photos show how ticks were collected and recorded and in the field.
This diagram shows the baseline structure of our model. Squares represent each life cycle, including eggs, larvae, nymphs, and adults. And larvae, nymphs, and adults are differentiated into unfed, questing, and engorged, with engorged meaning ticks are fed after having a blood meal. Lines represent the progression of ticks through their life cycle, and developmental processes are colored in brown, with those happening after diapause in winter expressed as dashed lines across years. Notations above the lines are parameters that determine the progression of ticks through their life cycle. For some of these parameters, we used values from literature or from our data, including baseline mortality, the number of eggs from female adults, and some other parameters that helped our model fitting. On the other hand, we estimated the other key parameters by fitting the model to longitudinal questing tick density data, which are highlighted in yellow. We modeled that ticks develop by the rate that changes according to climatic conditions, as you can see from graphs on panel B. In these graphs, the x-axis is a given climatic variable, for example, temperature, relative humidity, or saturation deficit, and the y-axis is a daily rate. With this structure, we estimated at which climatic condition tick development is most active, and also we estimated its daily rate. And we did this separately for each developmental process: egg laying, egg hatching, metamorphosis. In addition, we estimated daily questing rate and daily host contact rate. This diagram shows how we accounted for diapause in the model. First, we divided a calendar year into 4 phases based on day length into phase 1, 2, 3, and 4, as day length is known to modulate diapause. Within this structure, we modeled if ticks had a blood meal early in the year, that is in phase 1 or 2, they progress to the next life cycle in the same year, as shown here. On the other hand, if they are fed later in the year, that is in phase 3 or 4, they are modeled to overwinter through diapause and progress to the next life cycle in the next year. Diapause in questing, called behavioral diapause, is modeled in a similar way. Finally, when these ticks are allowed to develop or quest under these specifications, they are modeled to follow daily developmental or questing rates as defined by the previous slide. After constructing the model, we evaluated the model through simulation. First, we produced fake data by simulating the model with random parameter values, and then fitted the model to this fake data to see if parameter estimates from the model fitting are similar to parameter values used to generate this fake data. And this figure shows one simulation example. And you can see parameter estimates shown as histograms reasonably covered the parameter values used to generate the fake data, which are shown as red lines. We then tested different hypotheses by comparing model fits. Here we wanted to assess which climatic variable best explains each developmental process, metamorphosis, i.e. molting, egg hatching, and egg laying. We also wanted to test when ticks would start development after undergoing diapause in winter. The table shows we have a baseline model in blue, where the functional relationships from controlled settings were assumed for tick development.
and we have the best fitting model in yellow. According to this model, molting metamorphosis was best explained when it was assumed to change by temperature, whereas hatching and egg laying by saturation deficit. And also the best fitting model suggested ticks begin development early in the year after diapause rather than later in the year. After model comparison, we evaluated the fit of the best fitting model, and it showed well alignment with the observed tick density. Our model results become very interesting when you look at the functional relationships between climatic conditions and tick development in these graphs. The left is from our best fitting model, and the right is the functional relationship from the controlled laboratory settings, which were assumed in our baseline model. Please note the y-axis on the left shows rate, whereas the y-axis on the right shows the number of days until development. The most obvious difference between these two graphs is metamorphosis, i.e. molting, was estimated to be most active at milder temperatures around 15 degrees by the best fitting model, whereas molting was most active at around 30 degrees in the controlled laboratory setting. I think this difference highlights limitations in the controlled lab experiments in understanding ecological properties of wildlife ticks in our example. The functional relationship from the lab was obtained when only temperature was varied, while the other conditions were said to be constant. However, relative humidity, which is critical for tick survival, was maintained near saturation. That was why I think ticks could develop at much higher temperatures in these controlled settings. And in other words, ticks were exposed to hot but still very humid environment, so they had reduced risk of dehydration and therefore death. But in reality in the field, in Europe, summer when ticks are most active is dry, so ticks would not risk molting developing in hot and dry weather, and our model results support this hypothesis. Finally, on the different climatic change scenarios, we projected cresting nymph and adult densities based on the best fitting model. From RCP 2.6 to RCP 8.5, the mildest to the most dramatic climatic warming scenarios were assumed. And the projections showed the tick density would decrease over the next 20 years with significant decreases under RCP 6.0 and 8.5 scenarios. However, it should be noted this projection is obtained assuming no adaptation of ticks and also wild animals to changing climates, so care should be taken when interpreting this result. In summary, our work shows how mathematical modeling could be used to understand the population dynamics of ticks or other animals with complex life cycles. It can be an effective methodology, especially considering limitations of lab or field-based only approaches. Most importantly, it highlights the importance as well as gaps in the field and lab data, providing directions for designing future studies. One of the limitations of our model is, while nymph and adult data were used for model fitting, larva data were not available. And it is in part because it is very challenging to obtain reliable data for larvae, because they tend to be present in high aggregation in the field. And this may be the reason for having some wide confidence intervals for daily egg laying and egg hatching rates compared to daily molting rates. In addition, our model assumed cresting ticks have the same probability of meeting wild animals when they are cresting.
but there could be still yearly variations in host abundance, and this may be the reason why our model didn't catch variations in tick density peaks in some of the study years. Finally, building upon this tick demography model, we are moving on to our next step to add wildlife and human components with disease data on Lyme disease and TBE. So the work is still in progress. Thank you very much. Thank you, Yunjun, for this very, very nice presentation. The model is quite complex, but you perform very well to present it so nicely. So thank you very much. Thank you very much. I'm looking at the chat if there are some questions. Not for the moment, but I was wondering how many parameters did you estimate with your Bayesian framework in the model, and did you try to perform some kind of sensitivity analysis in order to identify if some fixed parameters were very, very important for your model outcomes? Um, uh, Actually, so this work is in Oh, under okay. review. Yeah. Okay. It's So actually, we okay. performed the whether the model can recover the functional relationships based on simulation. And now we are trying to perform sensitivity analysis to identify most influential parameters. Yeah, Okay. thank you. Um, no question in the chat, not yet. So I was also wondering if we can imagine to adapt the preventive message towards hunters or walkers based on the relationship you identified between the climatic conditions and the tick uh, Mm. abundancy. So can we imagine to have a better way to predict ticks abundancy and to prevent to be bitten by ticks when you are hunting Um, or walking using the model? yeah, Can so in France, in Alsace region, so we have a single yearly peak. Within okay, year, we have a single peak, but in different parts of France and also in Europe, so the peaks are slightly different, and I think these differences in cresting tick peak could be driven by climatic conditions, largely also in part by the wildlife seasonality as well. So we think our model could be adapted to other parts of France and also other European regions so that we can identify differential risks between the regions and what are actually driving these differences so that we can therefore inform better the risk of tick exposure. okay, thank you. So still no message in the chat, so sorry for that. Thank you very much for your presentation. And we will move on to the next presentation. Thank you Uh, very much. Thank you. Donc la présentation suivante. Bonjour Benjamin, Bonjour. est donnée par Benjamin Glémin. Euh, le titre en est Death caused by COVID-19 during the first wave of the pandemic. How does this relate to hospital overload? Et Benjamin, c'est à toi, quand tu veux. Merci. On voit bien mon écran? Oui, Oui, mais c'est ok. pas vraiment full screen, c'est en format Ah, 4 c'est pas tiers. vraiment full screen. Mais peut-être que c'est full screen, mais en format 4 tiers, c'est pour ça.
Non. Euh, eh ben, je sais pas trop comment faire, mais si c'est suffisant, je vais commencer. Ouais. Donc, je vais vous parler des décès causés par le Covid-19 durant la première vague en France et du lien potentiel entre ces décès et la surcharge hospitalière. Donc, pour réaliser ce travail, on s'est servi des données de l'enquête sérologique SAPRIS-Séro. Comment se fait-il qu'on parte de données sérologiques et qu'on se pose une question sur la surcharge hospitalière? Une enquête sérologique, c'est mesurer des taux d'anticorps chez des individus d'une population. Ce sont des anticorps qui, en général, sont élevés quand on a rencontré déjà le virus. Quand les anticorps dans le sang sont au-dessus d'un seuil qu'on va prédéfinir, on dira que le test sérologique est positif. Donc on a ces données-là à disposition, c'est la vignette blanche qui est tout en bas de l'écran. Avec ces données, on va pouvoir regarder quelle est la proportion de personnes dans une population qui a le test positif. Donc ça s'appelle la séroprévalence. C'est intéressant en tant que tel, mais ça reste une quantité assez brute. Donc on va pouvoir la corriger grâce à la sensibilité et à la spécificité du test pour calculer ce qui s'appelle le taux d'attaque. Donc là, c'est la proportion de personnes dans la population qui véritablement a été infectée pendant la période qui nous intéresse, en l'occurrence la première vague de Covid en France. Si en plus de ces données sérologiques, on se sert des données sur le nombre de décès liés au Covid, on peut calculer aussi ce qui s'appelle l'IFR, Infection Fatality Rate, qui est le nombre de décès liés au Covid divisé par le nombre de personnes infectées. C'est la proportion de personnes infectées qui sont décédées. C'est à peu près égal, mais pas strictement égal, à la probabilité de décéder quand on est infecté. Il y a régulièrement un petit amalgame qui est fait entre ces deux quantités dans la littérature, et nous, on va faire cet amalgame, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser à la probabilité de mourir quand on est infecté, mais on va appeler ça l'IFR. On peut aller encore plus loin dans les questions qu'on pose avec ces données, comme on le fait dans le cadre en fait, de ma thèse. Euh, la vignette rouge en haut à gauche, c'est par exemple, on peut s'intéresser à la valeur diagnostique de ce test sérologique. Donc, on a mis en ligne un article et il y a un outil aussi qui va avec, qui fait que si vous avez eu un test sérologique à la fin de la première vague, vous pouvez aller rentrer dans l'outil votre taux d'anticorps, là où vous habitez et votre âge, et ça vous donnera une probabilité d'avoir été infecté sur cette vague. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie en haut à droite, c'est la surcharge hospitalière. Et donc, quel est le lien entre les deux là? C'est que si on regarde les départements avec fort taux d'attaque, donc par exemple les départements d'Île-de-France ou du Grand Est, ce sont des départements dans lesquels il y a donc beaucoup de personnes infectées et donc de la surcharge sur les hôpitaux. Et donc on voudrait savoir si dans les départements avec un fort taux d'attaque, l'IFR, le risque de décéder des personnes infectées, est plus élevé qu'ailleurs. Qu'est-ce qui a été fait sur le sujet jusque-là? Euh, Étonnamment, j'ai trouvé très peu d'études qui ont tenté de répondre spécifiquement à cette question. J'en ai deux là qui, en plus, n'ont pas été très bien publiées. La première comparait les case fatality rates. Donc c'est à peu près comme l'IFR, mais ça se base que sur les cas détectés de Covid et pas vraiment sur le nombre de personnes infectées dans la population. Donc comparer les CFR, les case fatality rates, entre les différents comtés américains pour regarder si les comtés avec plus de surcharge hospitalière avaient un CFR plus élevé. Leur mesure de surcharge hospitalière dans cette étude, c'était le nombre de cas détectés Covid divisé par le nombre de lits de soins intensifs disponibles dans le comté. En France, il y a une étude très similaire qui a été réalisée qui comparait les case fatality rates intra-hospitaliers entre les départements français. Et ils se sont basés comme mesure de surcharge hospitalière sur le nombre de cas détectés par habitant dans le département. Ces deux études avaient le même résultat, à savoir qu'ils ont montré un effet positif, enfin, une augmentation du case fatality rate liée à la surcharge hospitalière. Mais ces deux études avaient aussi la même limite, à savoir qu'elles se basent que sur les cas détectés et non pas sur le véritable taux d'attaque, et donc ça peut introduire des biais dans l'analyse. Ce que nous, on a voulu faire ici, c'est profiter de nos données sérologiques et donc pour dépasser simplement les cas détectés et véritablement avoir le taux d'attaque, pour voir l'effet de ce taux d'attaque, comme je disais, donc de la surcharge hospitalière sur l'IFR, le risque de décéder des personnes infectées. Vous avez ici la carte du taux d'attaque départemental suite à la première vague, telle qu'on l'a estimée dans l'étude.
Comment est-ce qu'on a fait? Les données de l'enquête sérologique SAPRIS-Séro sont des anticorps anti-spike 1 IgG qui ont été collectés en fin de première vague. En France, on avait plus de 80 000 prélèvements sérologiques, mais ils étaient répartis de façon très inégale au niveau du territoire, puisqu'on a par exemple à Paris 7 600 prélèvements environ, alors qu'en Lozère, on n'en avait que 56. On a beaucoup utilisé des données extérieures aussi, que ce soit des études publiées pour avoir des a priori sur la spécificité et sensibilité du test, mais aussi des données en libre accès pour les covariables qu'on va utiliser, pour connaître le nombre de décès liés au Covid durant la première vague, notamment. Mais j'ai parlé d'effets du taux d'attaque sur l'IFR. Et donc, pour parler d'effets, il faut proposer une structure causale et décider d'un ensemble de covariables sur lesquels on va ajuster pour peut-être pouvoir identifier notre effet causal. Dans le graphe qui est à droite, vous voyez AR, c'est pour attack rate, donc c'est le taux d'attaque, et c'est notre exposition. L'outcome, c'est l'IFR. Et forcément, il y a des hypothèses qui vont avec cette structure qui sont, dans notre cas, liées au fait que on dit que l'IFR, le risque de décéder quand on est infecté, il dépend de deux choses. Premièrement, est-ce qu'on est bien pris en charge? Donc, est-ce qu'il y a de la surcharge hospitalière qu'on voit apparaître ici grâce au taux d'attaque et à la variable beds, qui est le nombre de lits de soins intensifs par habitant dans le département? Et aussi, on risque de décéder si on a fait une forme très grave de Covid. Donc, on veut prendre en compte là les facteurs de risque individuels de forme grave. Le plus connu de ces facteurs de risque, c'est l'âge, qui est représenté ici. On a, nous, comme variable exactement la proportion de personnes de plus de 60 ans parmi les habitants du département. Et en réalité, il y a une liste très longue de comorbidités qui aussi donnent un risque plus élevé de forme grave. On peut trouver d'ailleurs ces listes-là sur le site du CDC. Mais notamment, parmi ceux qui sont en bonne place, il y a ce qui s'appelle le syndrome métabolique. Donc c'est obésité, hypertension, diabète notamment. Nous, on a gardé uniquement le diabète pour des raisons très pratiques qui sont que grâce aux données de remboursement des médicaments, on peut connaître exactement la prévalence du diabète dans les départements. Et donc, si on accepte la forme de cette structure, ça veut dire que toutes les autres variables potentielles à l'échelle du département, qu'elles soient économiques, sociologiques ou tout ce qu'on veut, elles ne peuvent agir que par les variables précédentes pour influencer l'IFR. Et si c'est le cas, eh ben, on n'a pas besoin de mesurer ces variables qui sont représentées par la lettre C dans le graphique, puisqu'il nous suffit d'ajuster donc sur l'âge, le diabète et les lits de soins intensifs pour pouvoir identifier notre effet causal. Et cet ajustement, on l'a fait par la méthode de standardisation. Le modèle statistique maintenant, il comporte tout d'abord un modèle d'analyse, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la régression de l'IFR en fonction de notre exposition et des covariables qui sont regroupés dans un prédicteur linéaire. On utilise une fonction de lien logit et du bruit gaussien. Le modèle est bayésien, puisque en fait notre exposition et notre outcome, ils sont tous les deux latents. Ça veut dire qu'ils ne sont pas observés initialement, on n'observe pas l'IFR, on doit l'inférer, l'estimer. Mais quand on l'estime, il vient avec un intervalle de confiance, et plus généralement, il vient avec une distribution a posteriori, qui reflète l'incertitude qu'on a sur la valeur de ces IFR et de ces taux d'attaque. Et cette distribution, cette incertitude, on doit la prendre, en tout cas, nous, on la prend en compte dans la régression qui constitue le modèle d'analyse, et on verra en discussion pourquoi c'était très important de le faire. C'est un modèle qui est aussi hiérarchique. Hiérarchique, ça veut dire qu'en l'occurrence, là, on a la distribution de population de paramètres qui est estimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les IFR, on a un IFR par département, donc on a une population d'IFR. Et vous voyez, notre modèle d'analyse, c'est une modélisation de la distribution de cette population des IFR. Et dans ce modèle d'analyse, il y a des coefficients qui sont des paramètres, qui sont en fait des paramètres de paramètres. C'est en ça que c'est une modélisation hiérarchique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a des conséquences, ça, sans... Je ne vais pas donner d'explication sur ça, mais les conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir un partage d'informations globalement entre les départements et ça va permettre d'améliorer l'estimation des IFR, taux d'attaque, etc., dans les départements qui ont le moins de données sérologiques. Dans le cadre du modèle hiérarchique, on fait aussi un lissage spatial pour le taux d'attaque départemental et du fait qu'il est hiérarchique, en fait, l'intensité de ce lissage spatial est apprise dans les données.
Pour implémenter tout ça, on se sert du logiciel Stan. On a ici l'effet causal du taux d'attaque qui est en abscisse de ce graphique sur l'IFR standardisé qui est en ordonnée. Chaque point de ce graphique, c'est un département. On voit sa couleur, taille et forme qui sont en fait les covariables du modèle, mais qui n'avaient pas beaucoup d'influence dans ce modèle parce que de très loin, ce qui déterminait fortement l'IFR, de manière, ce qui va avec notre hypothèse de travail, c'est le taux d'attaque. On voit que dans les départements avec un taux d'attaque plutôt faible, à gauche donc du graphique, l'IFR est autour de 0,5% à peine. Alors que quand on va dans les départements avec fort taux d'attaque, là où il y a beaucoup de personnes infectées, là où il y avait potentiellement de la surcharge hospitalière, le taux d'attaque, il est supérieur à 1%. La différence, si on prend un taux d'attaque à 9% versus 3%, la différence d'IFR standardisé absolue, elle est de 0,7%. Et c'est ça notre effet causal moyen. Alors non seulement c'est un doublement, voire triplement du risque de décès des personnes infectées avec l'incidence, ce qui paraît énorme, mais en fait dans l'absolu, cette différence, elle n'est pas du tout réaliste. Si on fait le calcul, on se rend compte que sur environ 3 millions d'adultes infectés en France durant la première vague et 25 000 personnes hospitalisées en soins intensifs, si dans un scénario catastrophe, il y a une telle surcharge hospitalière que tous ces patients décèdent, versus un scénario parfait où la réanimation sauve tout le monde, et ben c'est 25 000 décès en plus. Il n'augmenterait l'IFR que en valeur absolue de 0,8%. Nous, on a trouvé 0,7%, à peu près la même chose. Donc, on voit que c'est quelque chose de complètement irréaliste qui correspondrait à un scénario qui n'est pas du tout possible. Alors, pour comprendre ce résultat, on est allé faire exactement la même analyse, mais sur cette fois-ci l'IHR, Infection Hospitalization Rate, qui est la probabilité d'hospitalisation des personnes infectées. En faisant l'hypothèse que quand le taux d'attaque augmente, les hôpitaux sont surchargés, on ne peut plus forcément hospitaliser autant de personnes qu'on le souhaiterait, et donc, encore une fois, quand le taux d'attaque augmente, eh ben, probablement la probabilité d'hospitalisation des personnes infectées devrait baisser un petit peu. On observe exactement l'inverse, puisque là aussi, entre les départements avec un faible taux d'attaque versus les départements avec un très fort taux d'attaque, il y a une multiplication encore par 2, voire 3 de la probabilité d'être hospitalisé quand on est infecté. Donc on a deux résultats qui nous posent problème. On se dit à ce stade-là que peut-être c'est le modèle qui pose problème, mais il convergeait, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc on a cherché des hypothèses épidémiologiques pour expliquer les résultats. Parmi les hypothèses, en fait, il y en a une seule qui était véritablement plausible, c'est que peut-être dans les départements avec fort taux d'attaque, l'âge des personnes infectées est plus élevé. Je parle de l'âge des personnes infectées, parce que notre covariable, l'âge dans le département, c'est l'âge de la population, c'est pas la même chose. Et si les personnes infectées sont plus âgées dans certains départements, elles vont faire effectivement plus de formes graves, donc être hospitalisées plus fréquemment et décéder plus fréquemment. Alors pourquoi cette hypothèse, elle est plausible? Je fais un tout petit point en littérature au milieu des résultats. L'équipe de l'Institut Pasteur a montré en début de deuxième vague que la proportion, enfin le taux de positivité des tests PCR parmi les personnes symptomatiques s'élevait plusieurs semaines avant, il s'élevait, on va dire, chez les adultes jeunes, environ 4 semaines avant de s'élever chez les personnes de plus de 80 ans, notamment. Donc, c'est-à-dire potentiellement les personnes plus jeunes seraient infectées plus tôt, plus précocement dans la vague épidémique. Nous, on s'est dit peut-être que pendant la première vague, en fait, les départements avec un faible taux d'attaque, peut-être ils correspondent à des départements dans lesquels l'épidémie était encore débutante et donc concernait peut-être surtout des adultes jeunes et que ensuite le virus allait se répandre dans les autres couches d'âge, mais que le confinement a stoppé cette progression trop tôt. Donc on est allé regarder dans nos données s'il y avait une association entre le taux d'attaque et l'âge des personnes infectées. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé, une association très forte, puisque vous avez là en abscisse le taux d'attaque. Euh, En fait, là, c'est chez les personnes de moins de 60 ans pour des raisons liées au modèle, mais l'idée, c'est que c'est le taux d'attaque. Et en ordonnée, vous avez la proportion de personnes de plus de 60 ans parmi les personnes infectées. Et donc, on voit que dans les départements à faible taux d'attaque, on a autour de 10%
des personnes infectées qui ont plus de 60 ans, alors qu'on en a 2 fois plus dans les départements à fort taux d'attaque, près de 20% de personnes de plus de 60 ans parmi les infectés. Alors comment on assemble et on interprète tous ces résultats? On a cherché un effet causal du taux d'attaque sur l'IFR et on l'a trouvé. On a vu que le taux d'attaque augmentait le risque de décès des personnes infectées. Ça, c'est certain. Mais contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas à cause de la surcharge hospitalière. Il semble que ce soit plutôt lié euh, à l'âge des personnes infectées qui augmente avec le taux d'attaque. Pourquoi on pense que c'est plutôt ce mécanisme? Déjà parce que la taille de l'effet était beaucoup trop importante, mais aussi parce que le risque d'hospitalisation des personnes infectées augmentait dans les mêmes proportions que le risque de décéder. Et donc ce résultat, au moins, il a le mérite de mettre en cause l'interprétation des 2 études qu'on a vues en introduction, qui globalement s'intéressaient au taux d'attaque aussi à peu de choses près, et qui concluaient sur la surcharge hospitalière, alors que nous, on montre que l'un n'implique pas l'autre. Le problème de tout ça, c'est que au total, notre étude elle est négative puisqu'on voulait voir les conséquences de la surcharge hospitalière et c'est pas ce qu'on a trouvé. Alors comment on pourrait faire pour améliorer notre démarche et mieux répondre à la question? Premièrement, une analyse de médiation. Là, je reprends la structure causale de tout à l'heure. Simplement, j'ai fait apparaître un point qui est l'âge des personnes infectées, âge inf. En faisant apparaître ce point, on peut dissocier l'effet du taux d'attaque entre ce qui est médié par l'âge des infectés et ce qui ne l'est pas. Et donc l'effet direct du taux d'attaque sur l'IFR, ce serait dans ce cas-là le rôle de la surcharge hospitalière. Donc on a tenté de faire ça et on a eu des problèmes de convergence du modèle statistique. Ça peut paraître étonnant avec toutes les données qu'on a, nos 80 000 prélèvements sérologiques, mais quand on fait notre modèle d'analyse, quand on fait la régression qui nous intéresse, elle porte sur les départements. Et les départements, on en a en métropole que 95. Et il y a d'autres soucis du fait que, bien sûr, la régression se fait sur des paramètres qui sont partiellement inconnus, que l'âge des personnes infectées et le taux d'attaque sont très liés l'un à l'autre. Donc ça peut poser des problèmes d'identification au niveau statistique. Une autre possibilité, ce serait de faire apparaître plus explicitement un critère de surcharge hospitalière. Par exemple, on pourrait donc n'importe quel critère pourrait faire l'affaire, mais on pourrait penser au nombre d'admissions en soins intensifs dans le département sur la vague, qu'on diviserait par exemple par le nombre de lits de soins intensifs sur le département. Si on fait apparaître cette exposition, eh ben, notre modèle d'analyse, donc pour avoir notre effet causal, il suffirait d'ajuster seulement sur l'âge des personnes infectées et sur la prévalence de diabète, si on applique ce qui s'appelle donc le critère backdoor. Et en plus, notre exposition serait une donnée, donc peut-être ce serait plus facile pour le modèle de converger. Je vais simplement conclure avec un point qui me semblait intéressant dans cette étude, c'est pourquoi on a utilisé un framework bayésien pour l'estimation statistique et pourquoi c'était nécessaire. Donc on va prendre une approche qui est enfin, qui va être opposée, qui se veut plus simple et qui va même être un peu simpliste, qui est que plutôt que de prendre le taux d'attaque, on va prendre juste la proportion de tests sérologiques qui sont positifs dans le département en tant qu'exposition. Donc si j'ai un département avec 10 tests et parmi ces tests un seul qui est positif, je vais dire simplement mon taux d'attaque est de 10% dans ce département. Pareil, on va construire un substitut d'IFR en prenant non pas le nombre de personnes infectées, mais la proportion de tests positifs dans le département. Le problème, c'est qu'il y a de la fluctuation d'échantillonnage et ça va avoir des conséquences. Imaginons que dans ce département, plutôt que d'avoir un test positif, j'en ai deux du fait du hasard. Donc j'en ai 2 fois plus. Mon taux d'attaque de substitution va être 2 fois plus élevé. Et par ailleurs, mon IFR de substitution, lui, il va être divisé par 2. Donc en fait, la fluctuation d'échantillonnage va créer ou va participer à une association négative entre mon exposition et mon outcome. Ça, c'est sur le papier. On va utiliser cette approche dans les données de l'étude et on va voir ce qui se passe. C'est le graphique qui est à gauche. On voit en abscisse notre taux d'attaque de substitution, qui est la proportion de tests positifs, et en ordonnée, notre IFR de substitution. Chaque point est un département, comme tout à l'heure, et là, la taille des points représente le nombre de sérologies qu'on a dans le département. Par exemple, les points les plus gros, il y a autour de 1000 à 5000 sérologies dans ces départements-là. Donc ces points les plus gros, ils sont pas sujets à beaucoup de fluctuations d'échantillonnage,
et ça nous permet de voir, on va dire, la relation sous-jacente entre nos deux variables. Donc, si on s'intéressait que au gros point de ce graphique, on aurait une ligne de régression qui serait à pente positive et qui, en fait, si on zoomait, ça correspondrait exactement au graphique que je vous ai présenté dans les résultats. Mais là, on a dit qu'on voulait avoir notre approche simpliste et on va utiliser tous les points du graphique et notamment les petits points qu'on voit à gauche, euh, qui sont en haut à gauche, où en fait ils ont des taux d'attaque qui sont assez faibles et probablement ces taux d'attaque sont sous-estimés. Pourquoi je dis qu'ils sont sous-estimés, ceux-là plus que les autres? C'est que vous voyez, l'IFR, il est extrêmement élevé, il est au-dessus de 3%, et ça, c'est pas du tout réaliste. Donc, la présence de ces points-là, liés à la fluctuation d'échantillonnage, fait que si on prend un point égale une observation statistique et qu'on fait une régression linéaire là-dessus, plutôt que d'avoir une pente positive, bah, la pente va être largement nullifiée, voire négative. Donc on va obtenir un résultat qui est faux, qui est biaisé à cause en fait d'un biais de mesure. L'approche bayésienne qu'on a utilisée, elle modélise explicitement l'incertitude autour des variables, c'est-à-dire elle modélise explicitement la fluctuation d'échantillonnage, et par ce simple fait, on n'aura pas de biais de mesure. Je vous ai mis juste les références que j'ai mises dans le diapo, et je vous remercie pour votre attention. Merci Benjamin pour cet exposé que tu as réussi, je trouve, à rendre très didactique, parce que c'est pas si facile que ça de comprendre, on va dire, l'approche qui consiste à regarder si la surcharge hospitalière explique une augmentation de la mortalité chez les infectés avec les données qu'on a utilisées. Mais voilà, je trouve que c'est... Merci d'avoir fait cet effort pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas sur le chat, même malgré une relance écrite de ma part. Et puis, je ne vais pas, bien sûr, me risquer à poser des questions. Ah, Pierre-Yves. Et si vous demandiez à Simon les valeurs modélisées des hospitalisations et décès, ça ne permettrait pas d'avoir une estimation? J'ai C'est j'ai les valeurs que tu pas. as présentées dans ta figure avec le décalage chez les jeunes par rapport aux sujets plus âgés. Oui, j'essaie de voir le chat, parce que j'ai pas bien. Alors, des hospitalisations et des décès. Donc nous, on a les valeurs, euh, les données sur la base civique. Donc on a non pas les valeurs modélisées des hospitalisations et des décès, mais ce qui est véritablement compté par le CEPIDC. Euh, C'est-à-dire dire que là où il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup d'incidences. Je suis pas sûr de comprendre la question. Ah, euh, oui, je pense que ça poserait un gros souci du fait de la présence aussi des décès dans l'outcome. Je vais, je vais voir si c'est possible de le faire. Encore une fois, je suis pas sûr de comprendre exactement. Alors, il y a deux autres questions, mais bon, comme vous n'êtes pas très loin, Pierre-Yves et toi, Oui, on peut éventuellement en discuter de vive voix, parce que c'est plus facile que par le chat. Quel impact de santé publique tu formulerais et pour les politiques publiques de Muriel? d'accord. Bah, merci pour la question. L'idée, c'est de dire peut-être qu'on a tardé à freiner l'épidémie à certains endroits. S'il y a eu une perte de chance pour certains patients, donc d'Île-de-France et du Grand Est, euh, l'idée, c'est d'apprendre de ce qui a été fait. Donc, ce qui a été fait, c'est un confinement en une fois pour tout le monde. Peut-être que en vue de futures pandémies, on peut se dire préparer des plans plus locaux, peut-être pas en allant jusqu'à un confinement, mais à se dire là où on identifie un risque, on tente plus rapidement de freiner les choses, quitte à ce que ce soit de manière locale. C'est ce que j'imagine en tout cas. Florian Bailly, si j'ai bien suivi, la donnée de l'âge a été binarisée à 60 ans. Est-ce que choisir ce seuil a pu modifier les résultats? Puisque le risque de décès est Oui, surtout pour les personnes de plus de 75 ans. oui, merci. Euh,
Dans la covariable du modèle, proportion de personnes de plus de 60 ans parmi la population, c'est une proportion, et là elle est continue, mais oui, c'est une proportion d'un truc qui est avec un cutoff. Pareil pour la proportion de personnes de plus de 60 ans parmi les personnes infectées. Et puis en fait, partout dans notre modèle, il y a ce cutoff effectivement à 60 ans. Et oui, puisqu'on a une relation assez exponentielle entre l'âge et le risque de décès des personnes infectées, donc ce qui a été montré largement, hein, utiliser un cutoff unique, ça peut faire pardon, rater certains signaux, et donc je pense qu'il faut effectivement avoir ça en tête à certains moments de la modélisation, et en fait on aurait pu, nous, utiliser d'autres formes d'analyse de médiation en regardant notamment l'IFR, le risque de décès chez les moins de 60 ans et les plus de 60 ans. Enfin bref, je veux dire que certaines modélisations peuvent être à risque d'introduire un biais si on ne prend pas en compte cela effectivement. On va dire la modélisation est de base assez compliquée du point de vue du modèle pour obtenir des résultats et que ça converge. Donc oui, c'est important et voilà, on a fait en sorte de limiter les conséquences de cet aspect. Mais peut-être faudra-t-il faire une analyse de sensibilité en changeant ce cutoff de 60 à 75 ans, juste pour voir si ça modifie grandement les résultats. Oui, Euh, oui, bouger le cutoff, ouais. oui. Alors, donc Gilles veut poser une question oralement. Donc, Gilles Hechbloom, vas-y. Oui, moi je me demandais s'il y avait d'autres grandes perturbations du système de soins qui avaient été envisagées dans d'autres travaux que la surcharge hospitalière, et si du point de vue de quelqu'un comme toi qui avait lu la littérature, toutes ces études étaient finalement toujours, si j'ai bien compris, pas très bien faites, quoi. Enfin voilà, quelqu'un qui a une vision un peu globale de la littérature sur ces associations. Qu'est-ce qui a été fait et quelle qualité globalement on peut en donner globalement? Oui. Bon, merci. Effectivement, il y a d'autres choses qui ont été faites. Par exemple, il y a des études qui ont comparé la mortalité dans les unités de, de réanimation temporaire, donc celles qui ont été mises en place du fait de la surcharge versus les unités classiques, pour voir si dans ces unités, il y avait un risque de décès qui était plus élevé. En fait, il y avait toutes sortes de facteurs de confusion dans ces études, et notamment les personnes qui étaient mises dans les unités temporaires, les patients étaient souvent sélectionnés sur certains critères, donc les comparaisons n'étaient pas faisables. Mais pour répondre plus à ta question sur les... Parce qu'il n'y a pas que l'hôpital éventuellement qui a été désorganisé par la première vague. Moi, je me suis focalisé sur l'hôpital et encore plus précisément sur les services de réanimation, parce que c'est globalement là que se joue le pronostic vital, c'est-à-dire une personne qui est à risque de décéder. Si on pense qu'on pourrait, via des soins, l'empêcher de décéder, a priori, on va l'emmener, cette personne, en service de réanimation. Voilà. Donc, je sais pas si, je pense que ça répond en partie à la question. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour les conséquences sur la mortalité de la surcharge hospitalière, le cœur du problème, véritablement, c'est les services de réanimation. Merci Benjamin. Une dernière question qui est celle de Charles Assad. Est-ce que le fait d'envisager l'estimation de l'effet indirect et de l'effet total, puis de déduire l'effet direct, pourrait résoudre les problèmes de convergence en analyse de médiation? Tu as essayé de faire. Alors, merci pour la question. Euh, les deux choses sont complètement indépendantes, c'est-à-dire que je fais le modèle statistique qui, lui, va me donner des paramètres, dès cette étape-là, ça converge pas. Ensuite, je fais des calculs à partir de ces paramètres pour faire apparaître l'effet total, indirect, direct, etc. Mais les deux, en fait, n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre, pour répondre. Bien. Merci. Et donc, on va passer à la dernière présentation de ce séminaire. Et merci à tous. Merci Benjamin. Merci. Donc, une présentation d'Éloi Chazla de l'équipe RS. Bonjour Éloi. Bonjour. In French, in English? Comme vous préférez. Ah, it's your choice, your responsibility. Hmm, allez, anglais. Faut que je pratique un peu. Okay, so residential greenhouse trajectories and child emotional and behavioral difficulties in early childhood results from health mother-child cohort
Et donc, Éloi, c'est à toi. Là, tu n'es pas en mode plein écran. Ah oui. Euh, Là, vous voyez toujours pas, non? Non, toujours pas, effectivement. En fait, c'est parce que j'ai deux écrans. Oui, mais il doit falloir passer, switcher en mode présentateur quelque part. Voilà. Hop là. Là, c'est bon. C'est bon. OK. Hmm. Um, Hi everyone, I'm Eloi Chazla and I'm gonna talk about residential greenness trajectories and child emotional and behavioral difficulties in childhood. Um, so contact with nature may have a key role in child brain development, but on the other hand, urbanization tend to reduce access to nature over time. And recent observational studies have reported improvements in children's neuropsychological development and mental health associated with greenness exposure. So this figure tries to illustrate which mechanism can be involved. So first, the mitigation pathway supposes that greenness might reduce other environmental factors such as air pollution, noise, and heat. The second mechanism is the restoration pathway. So iron access to greenness could increase attention restoration and reduce stress. In this pathway, we can think about the fact that if you tend to spend more time outside, you will spend more time in front of your screen, for instance. And the last pathway is the instauration pathway, so where greenness might increase physical activity, particularly among children, and increase social cohesion with other children, and so on. So the objective was to evaluate the associations between environmental greenness on children's behavioral and emotional symptoms at age 5 using data from the ELF cohort. Um, so the ELF cohort is an interdisciplinary project which brings together research from different fields, so health, sociology, demography, and so on. So it has many questionnaires regarding family background, education, employment status, income, um, and so on. It was a sample of 18,000 children born in France in 2011, and addresses were geocoded at the 2 months on 3 and 5 years, which allows us to make the link with the geographical data, particularly the greenness data that I will talk about now. Regarding exclusion criteria, we had several exclusion, but of course, children with missing data and exposure on outcome variables. Regarding the health outcome, so we use the Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ. So it's a questionnaire that try to measure the different difficulties that may face the child. So, for example, emotional problems, problems with peer relation, conduct problems, and hyperactivity. So it's always 5 questions for each subscale, and you can group the subscale in and make two main scores. So the internalizing problem score and the externalizing problem score. I've studied this SDQ score linearly, but you can also use thresholds to say if the children is at risk, like a great risk or at a borderline risk. I've done both, so we talk about both. Regarding the exposure,
So I use NDVI, the Normalized Difference Vegetation Index, which is mostly used in the literature. So it's based on satellite imagery, and it uses the fact that chlorophyll will absorb red light and reflects infrared light. So with this, with a satellite picture, you can make an index that is highly correlated to chlorophyll in the space, in the environment. So it will range between -1 to 1. So -1 will be closer to like rocks, water, snow, and so on. And the more you're close to one, it will be fields and, of course, forest, etc. I use NDVI rasters, so it's satellite pictures of the world France during years 2011, 14, and 16, corresponding to the 2 months and 3 years old and 5 years old of children, and using Landsat photography. And of course, for the same point, you will have several satellite pictures at different times in the year. And I use a maximal LDVI value because if you have a value in winter, it will be always lower than the same point in summer, for instance, with the seasonality, of course. So to continue with my exposure, um, to visualize better the environment of children, I did 500 meters buffer, but not circular, but walkable buffer. So it's what's illustrated here. It just supposes that if you walk 500 meters in that street, it will bring you, where can it bring you? This is to take into account the fact that in this picture, for instance, cities are well vascularized, so it's nearly a circle. But maybe in the countryside or somewhere else, or like suburban areas, you will have some less access to spaces. So you will have a bigger industrial area or something, and so your World Cup buffer will be restrained by that. So I did 500 meters walkable buffer, but tested several other kind of buffers. At 3 time points, 2 months, 3 years old, and 5 years old, to modelize the trajectory of residential greenness during childhood, I use the group-based trajectory modeling, GBTM, and I kept children with at least 2 time points out of 3 to have something like a trajectory. So regarding my statistical models, I used linear models, classic but weighted on propensity scores in order to take into account the fact that we had a big number of covariates. We had also survey weights, and I did multiple imputation for missing data. So regarding the covariates, we had some covariates on child characteristics, so sex, the exact age at when the questionnaires was asked, birth weight, prematurity, and so on, but also parents' characteristics, so their educational level, their income, employment, and so on. So regarding the results, we had in the end approximately 10,000 participants, and those were the greenest trajectory that we observed. So we can see that there is a gradient, so a low trajectory, a more average, and a higher trajectory exposure. And the number of people is quite homogeneous between each trajectory. And so now we will compare higher trajectory, so the 3-1, against the lowest, so trajectory 1. So in terms of relative description, so the more you were exposed to greenness, your family was like a more average parental education level.
so less in the extremes, either higher or lower education. Lower family income and more financial difficulties were reported, and more likely of French nationality with no immigrant background, and less likely to have a parent at risk of postnatal depression. So those are the results from my main analysis. So regarding the two scales of the SDQ, so it's on the top, the external and internal scale, I found in green that higher exposure to greenness, so greenness trajectory 3 was associated with a lower internal scale score, so lower problems of internalization among children. And when looking at the subscales, so we can see that there are two subscales for external scale, so hyperactivity and conduct problems. There was an association between higher greenness exposure and higher hyperactivity problems among children, and those results were quite unexpected and surprising, and we will discuss it a bit after. And regarding the internal subscales, we saw that it was peer relationship problems that drove the association for the internal scale. So higher greenness lowers the peer relationship problems. Those results are when you consider the SDQ as threshold, so the risk of being of having a borderline SDQ or an abnormal SDQ. The results were nearly the same, particularly for borderline SDQ. We can see hyperactivity on peer relationship, but we didn't see any significant results for an abnormal SDQ, possibly due to a lack of power. I don't remember the number of cases, but it was quite low for abnormal SDQ. Continuing, I stratified my sample according to socioeconomic status. So the income of families, median, according to the median income at 5 years. So, and I saw that the results were only significant among low-income families. We can see here. And yeah, no significant among high income. So we will talk about it also after. So as a summary, we saw that children with higher residential greenness from birth to age 5 had fewer internalizing problems, and particularly with peer relationships by the age of 5. But higher greenness was also linked to increased hyperactivity scores, and these associations were significant only among children from low-income families. So to compare rapidly with the literature, some studies support the results observed here, particularly the social discrepancies. It was quite expected, and we will talk about it after. Also for the internal score result on the peer relationships results, but regarding hyperactivity, yeah, we were expecting the contrary. So access to green spaces could enhance well-being, especially in socioeconomically disadvantaged populations. Our theory is that lower income families tend to stay closer to their home, to take less time to move, especially for uh, playing activities or weekend activities or stuff like that. It's it's quite expected that higher income families will take more time to go to maybe a better park further, maybe take even the car. And also they could also practice extrascolaire activities more than low economic families. Regarding the results on internalizing scores suggest an increased social interactions, so that might be a main pathway. And for the hyperactivity results,
we can suppose that maybe it was a misinterpretation of greater physical activity. Um, yeah, maybe the children, especially at that age, had like a higher activity level, maybe always. As suggested by our results, the social environment within green space might expose children to more peer interactions, which could potentially also contribute to increased hyperactivity behaviors. And a key question is whether this effect persists as children will grow older, and also if there is a differential effect according to the type of greenness, so natural greenness versus built one. But we didn't have this kind of data yet. So to continue with the figure we had in the introduction, um, thinking about the mechanisms that could be involved regarding the instauration pathway. So we saw the peer relationship association, so there might be something with a higher social cohesion. It could be very interesting to further adjust on also think about the mediation by physical activity, but we don't have at 5 years old that much kind of data on it. And regarding the restoration pathway, I've been thinking about the mediation by screen time, but I didn't show it here, but there was no mediation by total screen time at 3 years old, it was. So I think it's too children that are maybe too young at that age to see a pathway through that. On the last one, the mitigation pathway has a question of other environmental factors, on which leads to what's next for me. So it's a child environment and development project where I will try to characterize the physical environment through 4 factors. So air pollution and greenness, walkability, and the noise environment, and to try to see how do the factors interact and do some profiles of exposure among children of the health court. So thank you for your attention. If you have any question, you know. Thank you, Eloi. I think we have two questions very similar in the chat from Rafael Metras and Giovanna Fancello. Would it be useful to use land use data, Corinne land cover from Copernicus, in addition to the data you used, to have a better idea of why an area is green? So did you also tested Corinne land cover data? This is the question. So I didn't use the Corinne data, but I maybe it is the same, but I use BD Topo from IGN. So it's modelization of the space processed by IGN, and with that you can detect like green spaces and the subtypes of spaces. And what I did at the currently is just to merge all that was kind of green, so forest, parks, and so on. But for now, what I should do will be to go into detail. So is it like yeah, forest on to check each class one by one. But yeah, I have to take a bigger look to Corinne land cover data because it's mostly used in the literature as well. And Giovanna, did you merge your vocabulary path? I think it's the same order of the same kind of question. There is another question from Gilles Bloom. It is written this time. What about? Variables not insufficiently taken into account in the analysis? Example, confounding factors. Yeah, so the one I mostly have in mind for that is will be physical activity. We don't have enough on physical activity. On I did a kind of a proxy of it, but it didn't change my result. On there were not enough respondents. But I think there is yeah a residual
uh, confounding with that on the hyperactivity result. I mean, yeah, I think. The plan is also to replicate this analysis at 7 years old and even 10 years old. And I'm sure there will be more information on this, for instance. Also, I tried to further with the mediation on screen time. I also did just the same analysis, but further adjusted on screen time, and it remained practically the same. Yeah, it remained the same. Okay, thank you. And yeah, I see what just the question of Giovanna with merge. No, I didn't. No, I just didn't did the mean and DVI in the buffer. But yeah, this could be interesting. And as well, I know that the recommendation, I think it's the WHO that recommends to have a variable like do you have a major green space accessible within 500 meters or something like that? So yeah, to consider if there is a park, even if yeah, it's a bit further, but mm, Okay, thank you. Um, thank you. I think you should interact with Giovanna on this topic because she is working on very related Oh, topics. yeah, yeah. At the beginning, we did it. On there is a lot of ideas that I have here from her. So thank you, Giovanna. And what we are working on workability as well. On same yeah here, yeah, we talk with Giovanna. So yeah, of course. Okay, great. There is no more question in the chat. I have maybe only one question, but I think you partly already addressed this issue in your last slide. Mhm. Would you say that the association between access to green spaces and your outcome is causal? Um, no, we Causal try question. we try to approach a kind of causal pathway by having like an exposure that is a bit before or at least like that starts before the outcome. But yeah, the fact that like our exposure ends at 5 years old, so it's the same time at as our outcome, and we don't. I yeah, I don't know. I like the ideal would be to have like some Cox models with an incidence risk, but with development. No, I don't think it's feasible. So yeah. But I also encourage you to interact with Charles on this matter because Mm. maybe there might be some good insights from him. Yeah, 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 sure, completely. Okay, thank you everyone. And so, the séminaire est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter. On était un peu plus de 75 à un moment. Le séminaire sera en ligne sur le site YouTube de la faculté. Et pour rappel, le prochain séminaire a lieu le 11 décembre et je vais vous adresser les dates des séminaires 2025. Donc le 11 décembre, toujours un mercredi de 13h30 à 15h. Donc j'espère que vous l'avez bien noté dans votre agenda. À bientôt et bonne fin de journée. Merci. Au revoir, bonne journée.